Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Affection virale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cellules d'insectes comme système d'expression pour des protéines recombinantes. Notre objectif aujourd'hui sera d'obtenir des protéines recombinantes. En effet, celles-ci peuvent être utilisées dans l'industrie alimentaire pour concevoir de nos produits, mais aussi dans l'industrie biopharmaceutique pour créer de nouveaux médicaments. Pour ce qui est du programme aujourd'hui, nous allons d'abord définir ce qui est un système d'expression. Puis, les systèmes d'expression protéiques, c'est-à-dire celui des bactéries, des levures, des cellules d'insectes et des cellules végétales. Pour les techniques, nous allons parler du baculovirus avec une présentation du virus, puis de la technique back-to-pack. Et nous finirons avec des modifications post-traductionnelles avec une description de l'une des plus importantes, les glycosylations. Alors maintenant, on va vous définir ce que c'est un système d'expression. C'est l'ensemble de la machinerie cellulaire nécessaire pour lire un brin d'ADN, le transcrire en ARN et enfin le traduire en protéines. Pour simplifier, ce sont des cellules qui ont les enzymes et les ribosomes nécessaires à comprendre l'ADN et produire ce qu'il code. Ce sont donc par exemple les bactéries, les levures ou nos cellules d'insectes. On parle de système recombinant lorsque le gène vient d'un autre organisme que celui qui le traduit en protéines. Maintenant, nous sommes d'accord sur les termes. Mais pourquoi les cellules d'insectes, me direz-vous? La question est plutôt, pourquoi ce système d'expression plutôt qu'un autre? Dans un premier temps, faisons un rapide résumé des systèmes d'expression cellulaire les plus utilisés jusqu'à présent. Je tiens à préciser que tous les systèmes cellulaires qui seront évoqués présentent leurs avantages et leurs inconvénients. Il n'y en a aucun qui soit meilleur qu'un autre, tout dépend de la protéine que l'on cherche à recombiner, dans quelles conditions, à quel coût, etc. Commençons par les bactéries. Elles constituent un bon système d'expression pour la simple et bonne raison qu'elles possèdent une croissance très rapide, en plus de la bonne connaissance de leur génome. Mais pourquoi ne sont-elles pas utilisées tout le temps alors? Eh bien, leur croissance rapide aboutit à une surexpression de la protéine d'intérêt pouvant s'agréger et former des corps d'inclusion. De plus, les bactéries ne procèdent qu'à peu de modifications traductionnelles, dont aucune glycosylation, pourtant essentielle pour le bon repliement et le bon fonctionnement d'une protéine. Mais qu'est-ce qu'une modification post-traductionnelle? Il s'agit de modifications opérées sur la protéine afin que celle-ci puisse assurer correctement son rôle. Ces modifications se déroulent dans l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique, deux organites présents chez les cellules eucaryotes, donc pas nos amis les bactéries. En temps normal, cela ne pose aucun problème puisque les protéines bactériennes n'ont pas besoin de ces modifications. Mais pour un certain nombre d'autres, ce manque de modification entraînera une perte de fonction. Pour ce qui est des levures, leur génome est également bien connu, leur rendement étant bon pour un coût assez peu élevé. Plus petit ici, certaines modifications post-traductionnelles sont possibles, telles que la phosphorylation, c'est-à-dire l'ajout d'un groupement phosphate sur la protéine, la formation de ponts disulfure, une liaison entre deux acides aminés qu'on appelle cystéine, ainsi qu'une glycosylation simple. La glycosylation est une modification post-traductionnelle essentielle au bon rempliement de la protéine. Chez la levure, elle est semblable à celle effectuée dans les cellules humaines, à l'exception d'une toute petite chose, un maximum de mannose. C'est ce qu'on appelle une hypermannosylation, qui peut empêcher la molécule de bien se replier. De même, bien que les levures puissent sécréter la protéine, ce n'est pas toujours le cas et l'on est parfois obligé de casser la cellule pour récupérer la protéine, alors dans le cytoplasme. Maintenant les plantes. Beaucoup moins utilisées que les levures ou les bactéries, mais tout de même. Sur le papier, la production de protéines recombinantes par les cellules végétales semble avantageuse. Production à grande échelle en peu de temps, purification rapide, production de protéines complexes sans aucun risque de contamination pathogène pour l'homme. Seulement voilà, ces cellules nécessitent beaucoup d'espace et il y a un risque de transmission directe aux espèces sauvages ou indirecte comme par la contamination du sol. C'est là que nos belles petites cellules d'insectes interviennent. La liste de leurs avantages est longue. Elles font des modifications post-traductionnelles poussées comme celles que l'on a déjà vues, mais aussi des assemblages de sous-unités protéiques et le repliement. Leur croissance est rapide, de l'ordre de 16 à 24 heures, avec un bon rendement et elles peuvent sécréter les protéines dans l'environnement. Mais surtout, elles sont totalement non immunogènes et sans aucun risque d'affection pour l'homme. Des candidats parfaits? Oui mais non. Malgré ces avantages, il y a des côtés négatifs non négligeables. En effet, bien que ces cellules croissent à une vitesse élevée, il leur faut pour cela un milieu de culture remplissant des conditions particulières, comme l'absence de CO2, une température approximant les 28 degrés, et le fait que ces cellules soient en suspension ou en adhérence. Si le rendement est plutôt bon, la production est néanmoins coûteuse et l'expression de la protéine peut s'avérer tardive.
Pour ce qui est des modifications post-traductionnelles poussées, bien qu'elles soient justement poussées, la glycosylation n'est pas complète par rapport à l'être humain et l'on se retrouve avec des protéines pauvres en mannose, contrairement aux levures, sans galactose ni acide sialique. En plus de cela, il ne faut pas oublier la présence de virus lytiques chez l'insecte. Le cycle lytique est l'une des deux voies de reproduction virale. C'est-à-dire qu'une fois que le virus se reproduit dans la cellule, il se disperse par la suite de la lyse de la cellule hôte. C'est une information à bien retenir puisque, comme nous le verrons plus tard, une des méthodes utilisées pour utiliser les cellules d'insectes s'appuie sur l'usage d'un virus. Des travaux expérimentaux sont également menés sur des cellules animales ainsi que sur des cellules de mammifères. Mais tout comme les cellules d'insectes, cela fait peu longtemps qu'elles sont utilisées en tant que système d'expression cellulaire. Pour revenir à nos cellules d'insectes, on utilise plusieurs souches. Les plus connues sont SF9, clone issu de la lignée de la larve papillon Spodoptera frugiperda. Elles sont adaptées aux cultures en suspension ou solides. De plus, leur développement en plaques est pratique en biotechnologie. Le nombre de vecteurs disponibles est assez grand. On l'utilise pour faire des stocks de baculovirus recombinants et pour produire des protéines. Les SF21 sont des clones ovariens issus de la même lignée que SF9. Elles sont simplement plus grosses. TNI ou I5 sont des cellules ovariennes de la chenille du papillon Trichoplusiani. Leur production de protéines recombinantes est 5 à 10 fois plus grande que celle des lignées SF. Leur croissance est également bonne en milieu solide comme en milieu liquide. On les utilise pour tester la qualité et la performance des protéines. Cependant, elles utilisent bien plus de ressources que les lignées SF. Les S2 sont des cellules issues d'embryons de Drosophila melanogaster. Après ce tour d'horizon cellulaire, nous allons nous focaliser sur le principe du baculovirus et la technique qui lui est rattachée, le back-to-back. Pour comprendre la technique, il faut déjà savoir comment fonctionne naturellement le baculovirus. En effet, c'est un virus qui infecte les arthropodes, dont les moustiques et les chenilles, mais également certains crustacés. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas pathogènes ni pour les vertébrés, ni pour les végétaux. Les baculovirus sont sous forme de bâtonnets de 40 à 60 nanomètres de diamètre pour une longueur de 250 à 350 nanomètres. Ils possèdent dans leur génome un ADN double brin circulaire de 80 à 200 kilobases. L'infection se fait per os, donc par ingestion. Le baculovirus sont encapsulés dans des virions eux-mêmes protégés par un polyèdre sans lequel le virus ne pourrait survivre en milieu extérieur. Une deuxième stratégie consiste à la technique du plus grand nombre. Au plus il y a de virus, au plus il a de chances d'être ingéré par l'insecte et donc d'infecter celui-ci, ce qui lui donne plus de chances de se développer et de s'étendre. Ces polyèdres se retrouvent donc dans l'environnement, par exemple sur la feuille de notre chenille, qui va donc les ingérer en même temps que le végétal dont elle se nourrit. Les polyèdres se désagrègent dans le tube digestif à l'approche des cellules. Pour simplifier les schémas, on va utiliser une cellule ovale. Les virions, donc, sont libérés près des cellules, et les deux membranes fusionnent, ce qui libère les charges virales. Donc, ce sont les petits bâtonnets d'ADN super enroulés. Ces charges se retrouvent dans le cytoplasme et certaines vont entrer dans le noyau pour s'intégrer à l'ADN de la cellule. Il y a alors formation d'un stroma virogène qui est un amas de charges virales, cette fois-ci produite par la cellule d'insecte. De ce stroma, des charges vont s'échapper et sortir de la cellule. En sortant, elles s'entourent d'une partie de la membrane de leur cellule hôte, mais aussi de la glycoprotéine de surface, GP64. Cette GP64 va permettre à la charge libérée de se fixer à une cellule voisine, fusionner avec elle pour l'infecter. Pendant ce temps, la première cellule commence à produire des enveloppes de novo qui vont envelopper les charges virales. La polyédrine est à son tour produite et encapsule ces enveloppes. La production de protéines P10 commence alors et elles vont prendre de plus en plus de place dans la cellule jusqu'à éclatement de celle-ci. L'animal finit donc par mourir de l'infection et les polyèdres se retrouvent dans le milieu extérieur pour infecter de nouveaux hôtes. En biotechnologie, on utilise à notre avantage cette capacité à infecter une cellule et à manipuler sa machinerie cellulaire. Alors, le vecteur classique comportant le gène de la polyédrine est extrait à partir de la chenille Autographa californique. Pour l'utiliser, on élimine le gène viral de la polyédrine, mais on conserve ses séquences promotrices pour insérer notre gène d'intérêt. Une fois qu'on a ce vecteur qu'on qualifie de recombinant, on va le mettre en contact avec l'ADN viral du baculovirus. Ce mélange est directement introduit dans les cellules d'insectes par une étape de cotransfection. Dans la cellule, l'ADN viral recombinant et l'ADN viral effectuent une recombinaison homologue. C'est un événement assez rare,
mais on distingue facilement les virions recombinants de ceux qui ne le sont pas. Mais comment? Eh bien, les virions recombinants ont donc intégré la protéine d'intérêt à la place du gène de la polyédrine. Ils ne se produiront donc pas de polyédrine, ce qui se traduit par une absence de polyèdre protecteur. Ces virions sont ensuite mis en contact avec d'autres cellules d'insectes qu'ils pourront infecter à leur tour, mis en culture sur un gel d'agarose nutritif qui permet la croissance cellulaire. Le problème reste que la grande taille du génome baculovirus empêche dans la plupart des cas les manipulations directes avec des enzymes de restriction. Il est donc nécessaire de passer par un vecteur plasmidique de transfert dans lequel est inséré le gène d'intérêt. On peut en rester là, mais on peut aussi aller plus loin en couplant cela au back-to-back. Celui-ci est utilisé pour synthétiser des baculovirus recombinants à l'aide du système d'expression bactérien en premier lieu, pour pouvoir infecter des cellules d'insectes par la suite. La lignée utilisée ici est la lignée DH10-BAC Escherichia coli modifiée, une lignée possédant un vecteur navette baculovirus nommé BACMID. Il a la capacité de s'introduire dans Escherichia coli, mais aussi dans Spodoptera frugiperda pour produire des baculovirus recombinants. Les lignées SF9 ou SF21 sont utilisées pour les infections afin de produire la protéine voulue. On aura besoin pour cela d'un vecteur spécifique, le PFAS-BAC topo, mais aussi de ce BACMID. Commençons par le vecteur PFAS-BAC topo. Il est ouvert et on lui ajoute un gène d'intérêt par digestion enzymatique. Mais qu'a-t-il de si spécial? Eh bien, il possède un tag HBM, un tag 6xis et un promoteur fort pour le gène de la polyédrine. Le tag HBM permet la sécrétion de la protéine d'intérêt dans le milieu extracellulaire plutôt que dans le milieu intra. La lise de nos cellules n'est donc pas nécessaire pour récupérer la protéine. Le tag 6xis aide à la purification en ajoutant une queue polyhistidine à notre protéine finale. On peut donc facilement la retrouver. La polyédrine code, on le rappelle, pour la capsule de protection, le polyèdre. C'est grâce à son promoteur qu'on induit sa production. Le remplacement de ce gène par le gène d'intérêt nous permet d'induire la production du gène d'intérêt. On introduit donc notre gène dans ce vecteur PFAS-BAC topo qui devient donc un vecteur d'expression. On transfecte ensuite l'ensemble dans des cellules Escherichia coli DH10-BAC. Elle possède un BACMID qui est un vecteur d'expression baculovirus contenu dans Escherichia coli, portant un marqueur de résistance à un antibiotique, la kanamycine, ainsi qu'un gène LAC-Z-alpha codant pour une bêta-galactosidase. Cette transfection se fait par lipofection ou électroporation, technique visant à rendre perméables les membranes bactériennes à notre gène par micelle liposomique pour l'une et choc électrique pour l'autre. Maintenant, il va falloir sélectionner nos puits bactériens par pression de sélection. Pour cela, on utilise le gène de résistance que le BACMID possède. Les cellules n'ayant pas intégré le BACMID meurent donc. On ne peut cependant donc pas s'arrêter là, car les cellules survivantes ont certes le BACMID, mais elles ne sont pas toutes recombinantes. On procède donc au test blanc-bleu, qui repose sur le gène LAC-Z-alpha. Il code pour la protéine bêta-galactosidase, ayant la capacité de dégrader le X-gal en présence d'IPTG pour produire un précipité bleu. C'est au milieu de ce gène que l'on intègre notre gène d'intérêt. Si cela est bien fait, la dégradation du X-gal ne se fait pas et les cultures apparaîtront blanches. On récupère donc les unités formant colonie, ou UFC, toujours vivantes, qui ont formé un précipité blanc. Les autres ne nous intéressent pas. Une seule de ces UFC suffit. Il est récupéré, déposé sur un milieu nutritif pour que les bactéries se développent au maximum. Après cette étape de multiplication, on lise les bactéries que l'on met en centrifugation pour ne récupérer que nos BACMID recombinants en grande quantité. Ces BACMID recombinants sont ensuite injectés dans une cellule d'insecte de type SF9 ou SF21 par transfection. Comme dans le cycle naturel qu'on a vu précédemment, les cellules d'insectes vont produire un grand nombre de charges virales, notre baculovirus. À la fin, on les lise pour récupérer un maximum de baculovirus. Un deuxième, puis un troisième cycle sont effectués, par infection normale cette fois-ci. Durant ces deux dernières phases, on laisse la cellule produire de façon tardive notre protéine d'intérêt à la place de la polyédrine, en même temps que la protéine P10, protéine fibrillaire virale, dont le rôle n'est pas connu, mais est suspecté d'être à l'origine de l'éclatement de la cellule. Maintenant, nous allons vous parler de la glycosylation. Les cellules d'insectes sont capables d'effectuer des opérations post-traductionnelles relativement poussées, proches de celles effectuées par les cellules de mammifères, et de sécréter la protéine recombinante dans le milieu de culture. Toutefois, ce modèle qui permet la production de petites quantités de protéines reste sensible, notamment parce qu'il présente l'inconvénient de disposer d'un système protéolytique, donc de destruction des protéines, qui limite sa productivité en protéines cibles.
Il faut tout d'abord définir ce que c'est une glycosylation. C'est l'addition covalente de chaînes d'oligosaccharides aux oligosides sur un squelette peptidique ou sur un lipide. Pour faire simple, on ajoute des sucres sur notre protéine et c'est l'une des modifications les plus importantes car elle donne sa conformation à la protéine. Et si cette conformation est mauvaise, la protéine peut ne pas être fonctionnelle. La glycosylation a lieu dans le réticulum endoplasmique et la terminaison des chaînes des glycanes, c'est-à-dire l'hydrolyse de la cupule de glucides initiaux, le branchement et l'allongement des chaînes est faite dans l'appareil de Golgi. La glycosylation découpe en plusieurs phases. Tout d'abord, en premier lieu, on aura la synthèse de glucnac-2-mannose-5 sur un dolichol phosphate dans le cytoplasme. Puis il y aura un basculement dans la lumière de réticulum endoplasmique par phlépase. Il y aura l'ajout de mannose et le glucose jusqu'à l'obtention de glucnac-2-mannose-9 et 3-glucose. La phase 3 consiste au transfert en bloc sur la protéine en cours de synthèse par le complexe OST. Puis on aura le contrôle de qualité de la cannexine calréticuline et en dernier lieu, il y aura la sortie vers l'appareil de Golgi. Les sucres représentent une grande proportion des glycoprotéines et sont déterminants dans leur structure et donc dans leur activité. C'est pourquoi ces dernières années, on veut l'avènement de nouvelles technologies de modification de la glycosylation des protéines recombinantes, entraînant une meilleure compréhension de la relation glycosylation-effet thérapeutique. Bien sûr, les scientifiques se sont penchés sur ces glycosylations pour tenter de compléter et d'arriver à des protéines identiques à celles produites par les cellules humaines. Pour cela, ils ont émis deux hypothèses. Ils ont pensé d'abord à inactiver le gène d'hexosaminidase golgienne, mais il n'a à ce jour pas été isolé. L'autre possibilité consiste donc à ajouter au système de nouvelles glycosyltransférases en assurant que les cellules contiennent les donneurs monosaccharidiques nécessaires, soit les unités de sucre. Les gènes ou ADNC de ces enzymes peuvent être introduits dans le large génome de baculovirus ou insérés de façon stable dans les cellules. Une troisième voie, pour l'instant inexplorée, serait de réactiver les gènes des enzymes éventuellement responsables de la synthèse de glycanes de type complexe au cours de développement. Enfin, on peut essayer de sélectionner un clone ou une sous-population de cellules ayant les capacités de glycosylation désirées. C'est la stratégie de Donaldson et Schuller en 1999 qui ont sélectionné à l'aide d'une lectine spécifique des chaînons N-acétylgalactosaminiques, une sous-population de cellules d'Stigman acrea, mais dans ce cas-là, les différences de glycosylation entre les cellules sélectionnées et les cellules parentales sont très ténues. Il apparaît aujourd'hui que la glycosylation humaine n'est pas forcément indispensable pour un effet thérapeutique donné et que la question de la nécessité d'une glycosylation la plus proche possible de celle réalisée chez l'homme doit se poser au cas par cas, en fonction de l'indication thérapeutique ciblée. Afin d'obtenir nos protéines recombinantes, nous avons vu que l'on pouvait se servir de différents types de cellules. Nous avons vu bactéries, levures, cellules végétales ou encore les cellules d'insectes, sur lesquelles nous nous sommes focalisés lors de cette vidéo. Mais pour qu'une protéine soit fonctionnelle, elle peut nécessiter des modifications post-traductionnelles, comme des méthylations, les créations de ponts disulfure, des glycosylations qui au final lui donneront sa structure tridimensionnelle ainsi que sa fonction. Les cellules d'insectes sont capables de faire ces modifications et, par génie biologique, nous pouvons en détourner la machinerie cellulaire pour en obtenir des protéines qui répondront à une problématique de départ comme une maladie. Grâce aux techniques baculovirus et back-to-back vues précédemment, nous pourrions par exemple produire des immunoglobulines humaines, voire chimériques. Les cellules d'insectes présentent de nombreux avantages sur la plupart des systèmes d'expression. Cependant, un autre système, celui des cellules de mammifères, peut également faire des modifications aussi, voire plus poussées. Elle reste néanmoins encore mal connue, étant un système encore récent. Ce système pourrait-il alors nous offrir un moyen plus facile d'obtenir des protéines à l'avenir ?